Bonjour à tous. Donc je vais commencer par évoquer l'internationalisme et le définir, pour ensuite parler de la démondialisation et la définir également, pour savoir exactement de quoi nous parlons quand nous parlons de démondialisation. Commençons par l'internationalisme. C'est un objectif de rassemblement du mouvement ouvrier. L'internationalisme a été au cours des 19e et 20e siècles, et on pourrait d'ailleurs dire au début du 21e siècle également, un sujet de divergence majeure en son sein. Il n'y a pas de vision partagée de l'internationalisme là où il est né dans le mouvement ouvrier. Jamais, ça n'a jamais existé. Au point d'ailleurs qu'au moins 4 internationales, sans compter divers mouvements à prétention mondialiste, ont été constituées avant de disparaître, de se fractionner ou de s'éloigner considérablement de leurs origines. La première internationale a été créée en 1864 sous le nom d'Association internationale des travailleurs. Après les dissensions entre ceux que l'on appelait les collectivistes et ceux que l'on appelait les mutualistes ou les mutuellistes, puis après entre les marxistes et les bakouniniens, elle se sépare, cette première internationale, définitivement en 1877, sans avoir jamais pu réunir plus d'une dizaine de pays, de délégations de plus d'une dizaine de pays. La deuxième, alors je ne vais pas faire l'histoire des internationales, évidemment ce sont des repères simplement. La deuxième internationale a été fondée à Paris en 1889 et acquiert dans certains pays une puissance, notamment électorale, tout à fait indéniable. Elle se réclame notamment de la dictature du prolétariat et du pacifisme. Mais les courants réformistes s'y développent rapidement avant de triompher à l'époque de la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a une continuité longue de plusieurs décennies qui se traduit par la victoire du courant réformiste. Cette internationale, donc la seconde, existe encore sous l'appellation d'internationale socialiste. L'internationale socialiste d'aujourd'hui, dont sont membres les partis socialistes, le Parti socialiste en France, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PASOK grec, l'ancien Premier ministre d'ailleurs était un vice-président de cette internationale socialiste. Cette internationale socialiste, en fait, se réclame aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ses origines, elle se réclame aujourd'hui de la mondialisation. Il y a, on verra, une confusion entretenue chez certains, naïve chez d'autres, entre mondialisation et internationalisme. Ça n'a strictement plus rien à voir, cette internationale socialiste, avec l'internationale d'Engels ou de Jaurès. Son ancrage chez les ouvriers dans les classes populaires est réel, parfois réel dans certains pays, mais elle est très variable en réalité selon les pays. Ce que l'on peut dire, les programmes des partis membres de cette internationale socialiste, c'est que la solidarité internationale y est absente, puisque c'est l'idéologie mondialiste qui domine, et donc celle de la concurrence, et qui n'est pas compatible avec la solidarité internationale. Mais plus que le réformisme,
l'échec de la deuxième internationale, c'est surtout l'impuissance de la social-démocratie à empêcher la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18. Le ralliement de la social-démocratie allemande, puis de la SFIO française, la section française de l'Internationale ouvrière, ancêtre du Parti socialiste, à l'union sacrée. Je rappelle que l'union sacrée, c'est le phénomène politique que l'on a observé dans beaucoup de pays européens, notamment en France, qui a conduit à l'alliance entre la gauche et la droite. Déjà à l'époque, la gauche et la droite se mettent d'accord pour combattre les Allemands en France. Et en Allemagne, union sacrée pour la guerre contre la France, entre la gauche et la droite. La CGT suit l'union sacrée, le mouvement syndical. Donc, impuissance de la social-démocratie politique ou syndicale face à l'union sacrée, au contraire même, et d'ailleurs l'assassinat de Jaurès en juillet 1914 est lié à cette réalité politique. Jaurès s'opposait à l'union sacrée. Et s'il n'avait pas été assassiné, peut-être que en France, les choses auraient tourné différemment. Mais on n'en sait rien. Donc l'union sacrée concrétise cette impuissance, et c'est bien parce qu'il y a l'union sacrée autour de la guerre que va se créer la troisième internationale. C'est un échec total de la deuxième internationale. Les mouvements ouvriers allemands et français, via les syndicats, se font la guerre, rejoignent leur bourgeoisie nationale dans le cadre de l'union sacrée pour se faire battre. C'est-à-dire que l'articulation entre les mouvements ouvriers explose, il n'y a plus d'alliance possible, il n'y a pas d'alliance, et donc c'est l'échec. D'où la création de la troisième internationale, qui va s'appeler le Comintern, et qui va provoquer dans les années qui suivent, 1919 à 1921, la scission des partis socialistes et la création des partis communistes, avec la mise en place des 21 conditions qui étaient proposées aux partis socialistes d'adhérer à la troisième internationale, au Comintern, sur la base de 21 conditions, que vous pouvez retrouver sur Internet, c'est toujours intéressant à lire. Et donc, des partis communistes vont naître de la scission des partis socialistes. C'est le cas en France, en décembre 1920, où la SFIO va scissionner, et où la majorité d'ailleurs des congressistes va décider d'adhérer à la troisième internationale et créer, non pas le Parti communiste français au début, mais la section française de l'internationale communiste, la SFIC. SFIC qui va devenir le Parti communiste français un peu plus tard. Il y a ensuite l'échec de l'armée rouge face à la Pologne en 1921. L'armée rouge attaque la Pologne, échoue militairement, et c'est également l'échec de la révolution allemande en 1923. Cette internationale connaît donc des difficultés de démarrage, et elle va en fait devenir un réseau de partis communistes doté d'une direction clandestine, constituée autour de ce que l'on appelle la patrie du socialisme, c'est-à-dire l'URSS. Après la Seconde Guerre mondiale, je vais dire très vite, cette organisation va s'étendre aux démocraties populaires dans la sphère de domination de l'armée rouge après 1945, puis à quelques pays comme la Chine, et l'internationale communiste va également disparaître après la rupture sino-soviétique. Il y a eu une guerre, des affrontements entre la Chine et l'URSS, membres tous les deux de l'internationale communiste.
cette internationale communiste va donc exploser et disparaître de fait en 1991 avec la disparition de l'URSS, même si il existe aujourd'hui encore une espèce de structure, ce serait on peut dire, mais à Sofia en 1995, 29 partis communistes ont reconstitué un réseau, mais qui n'a aucune existence politique, aucun rôle, personne n'en entend jamais parler, ils ne font rien, à part peut-être noircir, mettre de l'encre sur du papier. La quatrième internationale, donc là nous revenons un peu en arrière, parce qu'il y a eu, ça n'est pas, les internationales ne sont pas, c'est pas un processus successif, une internationale remplaçant la suivante. Il y a parfois des internationales qui se chevauchent, et c'est le cas de la quatrième internationale. Ce serait trop simple. Et donc la quatrième internationale est créée par Trotsky en 1938. Elle a connu des vicissitudes, de nombreuses scissions, des réunifications, et aujourd'hui elle est divisée entre, d'ailleurs aujourd'hui il y a même une cinquième internationale, microscopique, enfin bon, et aujourd'hui les mouvements trotskistes qui avaient, dans la lignée de Trotsky, avaient continué à faire vivre la quatrième internationale, sont divisés. Certains désirent reconstruire une véritable quatrième internationale, alors que d'autres estiment qu'elle n'a jamais été construite. Enfin, c'est des débats un peu confus. Et d'ailleurs, on le voit bien en France, puisque les trois courants trotskistes français, le POI, le NPA, les luttes ouvrières, ne sont pas dans les mêmes internationales. Ils sont dans des organisations internationales différentes. Donc en fait, il y a encore des étages différents. Bon. Le mouvement ouvrier, c'est aussi des syndicats. Et ceux-ci, pour quelques-uns d'entre eux, naissants, au moment de leur naissance, avaient participé à l'Association internationale des travailleurs. Mais ils n'ont pas pu trouver leur place dans cette deuxième internationale, qui était un regroupement de partis politiques. Des tentatives ont existé pour créer une fédération internationale de syndicats qui était timide avant 1914, qui ont évidemment prospéré après 1918 pour tenir compte de la guerre et de la trahison du mouvement syndical et de la gauche, déjà. Il n'y a jamais eu de possibilité de surmonter durablement les oppositions entre socialistes et communistes dans l'entre-deux-guerres. Puis, pendant la guerre froide, ça n'a pas été possible. D'ailleurs, il y a eu la scission de la CGT, il y a eu différentes manifestations. Après 1947, la Fédération syndicale mondiale, la FSM, la Confédération internationale des syndicats libres, la CISN, et la Confédération mondiale du travail, la CMT, ont quand même, chacune de leur côté, rassemblé des courants internationaux significatifs. La Confédération syndicale internationale, qui a été créée en 2006, regroupe l'essentiel des organisations affiliées auparavant à la FSM, qui était proche du système soviétique, à la CISN et à la CMT. Même s'il existe encore aujourd'hui, à l'échelle internationale, la Fédération syndicale mondiale, qui continue d'exister, mais qui est extrêmement, comment dire, absente du débat politique. On n'entend pas parler, il n'y a pas d'initiative, on ne sait rien de tout cela, même s'il y a plusieurs millions de membres dans cette FSM.
CSI, aujourd'hui, Confédération syndicale internationale, revendique 168 millions de travailleurs au sein de 310 organisations affiliées nationales dans 155 pays. Mais son influence est éloignée de sa puissance numérique. 168 millions, ça paraît beaucoup, mais dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Elle est très faible, voire nulle, dans les pays émergents, dans les grands pays comme l'Inde ou la Chine. Il y a une absence syndicale tragique. Et donc aujourd'hui, après plus d'un siècle de clivage, on observe une certaine confusion, et même une confusion certaine, entre internationalisme, mondialisme, altermondialisme, dont se réclament différents courants. C'est une confusion. Et cet ensemble hétéroclite apparaît en opposition, elle-même peu claire, avec le nationalisme, le souverainisme, le patriotisme. Hein, on a vu. Et donc il y a une sorte d'opposition entre des notions que la plupart des gens ne maîtrisent pas, mais qu'ils opposent comme ça, instinctivement, ou parce qu'il y a des spécialistes de la confusion qui encouragent en permanence la confusion sur ces notions. Et cette opposition, cette confusion s'explique en partie par la profonde modification du rôle des nations dans le capitalisme au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Pour le parti de l'émancipation du peuple, qui se réclame de l'internationalisme, se doit donc d'en préciser le contenu et de lever quelques ambiguïtés. Tout d'abord, l'internationalisme est un humanisme. Autrement dit, il procède de l'idée fondamentale selon laquelle les êtres humains de tous les pays sont égaux. Ajoutons qu'ils sont profondément solidaires au-delà de leurs différences, qu'ils doivent être solidaires au-delà de leurs différences. Ajoutons aussi que les individus ne peuvent constituer spontanément une instance politique mondiale unique, ni s'abstraire immédiatement de toutes les solidarités qui les ont à la fois regroupées et divisées historiquement. L'internationalisme, comme son nom l'indique, associe des nations. Et on doit préciser des nations souveraines, car un citoyen ne peut être libre dans un pays subordonné à d'autres. L'internationalisme se distingue du mondialisme, où les nations devraient s'effacer, dans le cadre du mondialisme, devant un prétendu gouvernement mondial. Gouvernement qui serait dangereux s'il n'était illusoire. Où pourrait-on se réfugier si on était proscrit d'une telle nation-monde, car potentiellement totalitaire? L'internationalisme requiert des lieux de dialogue, de coopération, d'arbitrage entre les intérêts parfois contradictoires des différentes nations. Il ne faut pas avoir une vision idyllique des relations internationales. Mais on ne saurait, en son nom, accepter le droit d'ingérence humanitaire, militaire, qui est en fait le droit des plus forts chez les plus faibles, au nom d'une très hypothétique et contestable communauté internationale. Et d'ailleurs, le professeur Charbin, ce soir, nous en dira plus sur cette notion très contestable et même inacceptable de communauté internationale, qui peut paraître sympathique, hein, bien sûr, dans la langue du néolibéralisme, tous les mots sont choisis pour être sympathiques, bien entendu, sinon ils n'auraient pas l'effet souhaité. Diverses nations ont donc vocation à exister, y compris dans un avenir très lointain. Mais si on se réfère à la nation, il faut en préciser le contenu. Et je reviens un petit peu sur des choses qui ont été dites hier. Mazzini, puis Renan, Jaurès et d'autres ont en effet
développé une distinction entre deux conceptions diamétralement opposées de la nation ethnique et la nation inconsciente, la nation ethnique qui est la nation inconsciente, et la nation politique qui est la nation consciente. La première, la nation inconsciente, obscurantiste, fataliste, pessimiste, enferme l'individu et les groupes sociaux dans les déterminants issus du passé, de la race, de la religion, du sang, du sol. Cette conception fonde le chauvinisme. La seconde conception, qui est la nôtre, celle de la nation consciente, citoyenne, républicaine, optimiste, invite les citoyens à forger des projets d'avenir en commun. Les citoyens, à travers la nation consciente, ont vocation à s'élever vers la commune humanité, pour reprendre le mot de Joyce. Mais précisons aussi que personne n'est a priori détenteur de la définition de l'homme nouveau, qui est une utopie communiste notamment, reprise également à sa manière par Hitler, ni de la société idéale. L'une et l'autre, l'homme nouveau ou la société idéale, seront des constructions qui ne surgiront pas du néant, mais pour lesquelles les citoyens s'appuieront aussi sur les riches legs de souvenirs, pour reprendre le mot de Renan, que leur apporte l'histoire, bien entendu. En ce sens, on ne peut pas retenir l'idée selon laquelle les travailleurs n'auraient pas de patrie. Formule que Karl Marx a d'ailleurs nuancée et même contredite. Je renvoie sur ce qu'a dit Dimitris Kazakis hier, qui était d'ailleurs, moi j'ai découvert cet argument que j'ignorais, pourtant j'ai pas mal lu Marx, etc. Quand il explique que finalement, en citant Homère, que Marx, quand il écrit de façon beaucoup trop intellectuelle, c'est-à-dire il a des références historiques, théoriques, philosophiques tellement puissantes que parfois il oublie d'expliquer. Et celui qui n'est pas averti va lire les textes de Marx. C'est le cas de ce texte, comme un autre texte que je citerai. Les gens qui ne sont pas avertis lisent ces textes de façon littérale, comme une traduction bête et méchante, où on fait la traduction en mot à mot. Mais l'appareil de référence de Marx est tellement puissant que parfois il oublie de les citer. Et là, quand il parle de la patrie, il en parle au sens d'Homère, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a un lien entre les droits et l'appartenance à la patrie. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle de Marx pour évoquer un autre texte de Marx qui a été totalement vidé de sa substance par, en particulier, des lectures trotskistes, dans lequel Marx explique que le libre-échange, finalement, est une excellente chose parce que ça va permettre de créer une classe ouvrière dans des pays qui n'en possédaient pas, et que dès lors, la création d'une classe ouvrière dans ces pays va créer les conditions de la révolution, parce que la classe révolutionnaire, la classe ouvrière, va se développer dans des pays qui n'en disposaient pas. Et donc, à partir de cette présentation sur laquelle Marx d'ailleurs est revenu, et un texte qui nuance, on va d'ailleurs avoir, on pourrait faire une séance un jour à l'Université d'Eton pour montrer les origines de la confusion intellectuelle à gauche, certains milieux de gauche, entre internationalisme, mondialisme. Pourquoi certains sont contre le libre-échange? Parce qu'ils ont cette référence, qui
qu'ils interprètent ce texte de Marx. Et donc, le libre-échange, lu de cette manière, est intéressant parce que, même si ça fait perdre des emplois dans les pays industrialisés, ça renforce quand même la classe ouvrière et l'internationalisme. Et donc, s'opposer au libre-échange, c'est s'opposer à l'internationalisme. Il y a des associations comme ça, une idée un peu rapide. Alors, l'histoire d'ailleurs a cruellement démenti cette assertion de Marx. Les gouvernements d'union sacrée en 1994, la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'à cette époque, en tout cas, les travailleurs ont une patrie, puisque les travailleurs vont se faire la guerre. Ce n'est pas seulement les bourgeoisies, les classes dirigeantes allemandes, les françaises en particulier, ce sont aussi les peuples qui se font la guerre. Les peuples ont une patrie. L'expérience de la guerre de 14-18 le démontre, hélas, cruellement. Ensuite, on va voir que dans le verbiage de l'URSS se présente elle-même, et beaucoup de partis communistes, comme la patrie du socialisme. Tout le monde a peut-être encore en tête cette expression, la patrie du socialisme. Mais si les travailleurs n'ont pas de patrie, comment est-il possible d'y avoir une patrie du socialisme? Par ailleurs, les multiples luttes de résistance nationale contre les colonisateurs, contre les différents envahisseurs, ont démontré, depuis des siècles, que la nation pouvait mériter, notamment aux yeux des travailleurs, des classes populaires, des paysans, avant la révolution industrielle, qu'on se mobilise pour elle, et même que l'on meurt. Les résistants, beaucoup de résistants, avant d'être fusillés, criaient vive la vie. Et les anarchistes ou autres internationalistes du 19e siècle n'avaient pas prévu, c'est que l'État ne serait pas au seul service du capitalisme. C'est-à-dire que dans la tradition marxiste, il y a plusieurs trous noirs, c'est-à-dire des domaines qui n'ont pas été travaillés, réfléchis. Et c'est le cas de l'État. Il n'y a pas de théorie marxiste de l'État. Ce qui, d'ailleurs, explique, pour une part, les problèmes rencontrés dans le bloc soviétique. Ce qui explique aussi, pour une part, les mélanges que l'on voit dans le mouvement ouvrier français et international, entre où les gens ne savent pas faire la distinction entre le gouvernement, l'État, l'administration, c'est la brasse entre toutes ces notions, les gens mélangent tout, et où l'État est présenté de manière sommaire comme l'instrument de la classe dominante. C'est-à-dire une vision unilatérale de l'État, non dialectique, une vision dogmatique, figée de l'État. Mais ce que n'avaient pas prévu les socialistes et les anarchistes du XIXe siècle et les autres internationalistes, c'est que l'État ne serait plus au seul service de la classe dominante. C'est vrai que l'État a été historiquement au service de la classe dominante pendant l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, mais à partir du XIXe siècle, les choses changent, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que la conception dominante du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est la conception libérale, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Le libéralisme politique et économique, qui consiste à faire en sorte que l'État soit neutre. Neutralité des finances publiques, neutralité de l'État. La neutralité, dans l'esprit des libéraux de l'époque, c'est que le budget de l'État, la fiscalité, l'État lui-même,
ne doit pas influencer l'activité des agents économiques. Et donc, par exemple, il ne peut pas y avoir de budget d'État ou de fiscalité qui avantage ou désavantage. Il faut laisser faire, laisser passer, pour reprendre l'expression des libéraux. Et donc l'État doit se concentrer sur le domaine régalien, c'est-à-dire la justice, la police, la défense, les affaires étrangères, et s'arrêter, s'en tenir à ça. Le reste, l'État ne doit pas s'en occuper. Mais ce qui va venir chambouler cette conception d'État, c'est d'abord la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va mettre un terme au libéralisme classique. La Première Guerre mondiale marque la fin de l'hégémonie intellectuelle et pratique du libéralisme classique, tant du point de vue économique que du point de vue politique. Sur le plan économique, le libéralisme classique vole en éclats, pour une raison simple, c'est que le marché, par lui-même, ne peut pas conduire la guerre. La guerre ne peut être menée que par l'intervention de l'État. Et elle ne peut être menée qu'en mettant un terme provisoire au mécanisme du marché. Exemple, le petit commerce est totalement désorganisé pendant la guerre. L'État va créer des boulangeries, des boucheries, des boulangeries d'État et des boucheries d'État, parce que le marché n'est plus capable de s'organiser et de répondre aux besoins de la population. Donc, cette situation, la guerre, démontre que l'État, dans certaines circonstances, doit intervenir dans l'activité économique. Et sur le plan politique, c'est exactement la même chose. L'État va commencer à prendre en compte un certain nombre de besoins sociaux. Ce sera le cas dans la montée du mouvement ouvrier au XIXe siècle, lié à l'industrialisation, où les luttes ouvrières vont imposer des réformes sociales, l'interdiction du travail des enfants, sur la durée du travail, sur les retraites, qui vont générer des institutions sociales qui, toutes ne seront pas nécessairement incluses dans le périmètre de l'État, mais qui vont relever de la puissance publique. Donc l'État va incorporer, surtout dans la dernière partie du XIXe siècle, et après la Première Guerre mondiale, l'État va incorporer des éléments issus de l'expression du rapport des forces entre classes dominées et classes dominantes, surtout en matière de politique sociale, santé, éducation, ce qui va modifier le rôle de l'État, qui n'est plus l'instrument des tortures des classes dirigeantes, de domination des classes dirigeantes sur les classes dominées. Les classes dominées entrent progressivement dans l'État. Et ça, petit à petit, les services publics vont se développer. Le XIXe siècle, c'est la grande période, la Troisième République en France, c'est la grande période de développement des services publics, du droit public, des services publics, qui est l'intégration dans l'État du point de vue de l'intérêt général, de la notion d'intérêt général et de service public. Dire que là, on ne peut pas dire que l'État est l'instrument pur de domination des classes dominantes sur les classes dominantes. L'État devient un objet contradictoire. Il y a évidemment l'aspect domination, mais il y a à l'intérieur des éléments, des avancées où les classes dominées s'approprient des domaines de l'État ou réduisent les ambitions de la classe dominante. Et ce sera encore plus vrai au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où la création de la sécurité sociale, par exemple, en France et dans d'autres pays, est
qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale, dirigée à l'époque uniquement par les syndicats? Il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu nuisible et pervers des partenaires sociaux. Cette notion n'existe même pas. Ce sont les syndicats qui gèrent, les administrateurs sont élus, toutes choses qui ont disparu avec l'accord des syndicats, hein, qui ont gelé leur part de marché pour se ménager des niches. Hein, et le syndicalisme a scié en partie la branche sur laquelle il était assis. Alors, sécurité sociale, service public, nationalisation, tout cela fait que l'État, aujourd'hui, est une réalité contradictoire. Et donc, on ne peut pas se limiter à ces définitions caricaturales que l'on entend parfois encore sur l'État. Nous, on ne se reconnaît pas, le Parti d'émancipation du peuple ne se réclame pas d'une France éternelle, ni même d'une France immortelle. Est-ce qu'il est besoin de développer longuement ce point? Par exemple, il n'y avait pas en 843, ça nous renvoie c'est loin, en 843, est-ce qu'il n'y avait pas de différence, de distinction entre la France et l'Allemagne? La France n'existait pas comme elle est aujourd'hui, ni l'Allemagne, il n'y avait pas de distinction. L'Allemagne et la France se sont constituées progressivement en 10 siècles. Ça a mis 10 siècles à se construire. Et donc aujourd'hui, qui peut dire ce qui sera souhaitable en 2000, et on est en 2015, ben en 3015? Est-ce que la France sera la même? Est-ce qu'elle aura absorbé la Belgique? Enfin, on n'en sait rien. C'est pas le sujet. La France n'est pas éternelle. Elle n'a jamais été éternelle et elle ne le sera pas. Donc, le Parti d'émancipation du peuple ne se place pas non plus sous la bannière du souverainisme. Nous n'utilisons jamais cette expression dans notre vocabulaire. Alors, pourquoi? Mais nous sommes pourtant accusés d'être souverainistes. Donc, ça mérite peut-être une petite clarification linguistique, parce que l'accusation fréquente aujourd'hui de souverainisme remplace désormais celle de nationalisme. Il y a une sorte de gradation, d'ailleurs, c'est vécu comme une insulte. Hein. On commence par traiter l'autre de souverainiste pour ensuite franchir un seuil en l'accusant d'être nationaliste, dans le but de stigmatiser ceux qui ne pensent pas comme il faudrait. Et on pourrait donc se contenter de hausser les épaules, mais cette accusation mérite d'être analysée, réfutée, dans la nature, dans la mesure où elle témoigne, généralement, pour ceux qui utilisent ces expressions, d'une profonde méconnaissance de la question nationale. C'est d'abord une méconnaissance, avant d'être une conception politique bien arrêtée. Je pense que la confusion est telle que les gens disent des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Ça n'est pas des conceptions, chez la plupart, des militants de gauche, parce que c'est surtout un problème chez les militants de gauche, ces affaires-là. C'est la confusion. Dans les esprits, on voit bien que la gauche est en pleine confusion, et que les militants de gauche sont en pleine confusion intellectuelle depuis déjà un certain temps. Donc il ne faut pas y voir une conception théorisée, construite, etc., mais le résultat de cette confusion mentale est sur la question nationale. Et la manière dont la question nationale s'articule à la question sociale, et même aujourd'hui avec la question environnementale. On peut dire qu'il y a un continuum
question nationale, question sociale, question environnementale. Et ce malentendu, si l'on peut dire, est un talon d'Achille de la gauche, et particulièrement, singulièrement de la gauche radicale. Ce qui traduit en fait une divergence sérieuse sur la question de la démocratie. Alors, il est vrai que le souverainisme, d'où vient cette expression? Cette expression a été importée du Québec. Et elle vise en fait dans le langage québécois. C'est pour ça d'ailleurs c'est intéressant d'écouter les Grecs et les Espagnols, parce qu'on s'aperçoit que les mêmes mots ne désignent pas les mêmes choses. Et il faut bien discuter pour savoir exactement de quoi l'on parle. Hein. Les cultures, les habitudes langagières, etc. sont particulières, et on ne peut pas reproduire comme cela et importer, exporter des mots d'un pays à l'autre, parce que ça n'est pas la même signification. Au Québec, le souverainisme est une manière de décrire la souveraineté populaire et cherche à articuler cette souveraineté populaire à la souveraineté nationale, tout en se démarquant du nationalisme. Donc c'est tout en nuances, et il faudrait d'ailleurs qu'on poursuive, nous, nos réflexions, et qu'on écrive des choses beaucoup plus précises, directes, convaincantes sur toutes ces questions. Mais en France, les souverainistes se situent généralement à droite. Il y a peu de groupes de gauche qui se qualifient de souverainistes. Bon, c'est la droite et l'extrême droite. Bon. Alors, pour terminer sur l'internationalisme, nous n'avons pas intérêt à faire preuve de sectarisme à l'encontre des souverainistes, parce qu'à la base, il y a des éléments positifs dans leur position, dans leur analyse. Mais nous devons ajouter que la question sociale doit être ajoutée à la question nationale. C'est le défaut, bien sûr, des souverainistes de droite, comme Dupont-Aignan, comme le Front National. Et donc, l'internationalisme se distingue du souverainisme parce que nous sommes, pour la coopération entre les nations, pour l'amitié entre les peuples, alors que, bien souvent, le souverainisme, il suffit d'ailleurs de lire des textes de Dupont-Aignan ou du Front National, il y a une arrogance, c'est du nationalisme au sens où il y a un sentiment de supériorité d'un peuple vis-à-vis des autres, et c'est en cela que nous ne pouvons pas être d'accord. Et peut-être pour terminer, un mot de Romain Gary qui parle du nationalisme comme la haine des autres et du patriotisme comme l'amour des siens. Voilà, on peut terminer sur cette distinction entre nationalisme et patriotisme. Passons maintenant à la deuxième partie qui porte sur la démondialisation. Donc on voit à partir de ces quelques éléments autour de la notion d'internationalisme que la démondialisation n'est pas un processus contradictoire avec l'internationalisme, mais qu'au contraire, il est une suite logique et articulée avec l'internationalisme, et que le processus de démondialisation ne peut que s'opérer dans le cadre d'un internationalisme. Alors, trois idées sur ces questions. La première idée, d'abord, pour
commencer par définir ce que l'on entend par mondialisation. Ça va de soi. Je vous renvoie sur de nombreux textes du Parti de l'émancipation du peuple, du PEP, sur ces questions. Pour nous, la mondialisation est une stratégie politique des classes dominantes internationales, une stratégie de reconquête par ces classes dirigeantes à l'échelle planétaire. Il n'y a pas de définition, je dirais, scientifique ou même consensuelle de la mondialisation. Cette notion fait l'objet d'une littérature absolument gigantesque. Tout le monde y ajoute son grain de sel. Certains expliquent que veulent nier les phénomènes contemporains en expliquant qu'on connaît la mondialisation depuis l'Empire romain ou depuis l'industrialisation du XIXe siècle, enfin bref, ou depuis les grandes découvertes de Christophe Colomb, le premier mondialisateur, enfin bon. Mais tout ceci n'a aucun intérêt. On ne nie pas les transformations économiques de ces différentes époques, mais nous ne parlons pas de la même chose. En fait, il y a deux grands types de définition de la mondialisation. Il y a d'abord une définition paresseuse, défaitiste, qui fait tout reposer sur les mécanismes économiques et les progrès des sciences et des techniques. Une mondialisation, disons, comme un état de fait, la mécanique automatique de l'économie, des sciences, des techniques, la marche perpétuelle de ces différents éléments serait l'essence de la mondialisation. Cette conception est majoritaire. C'est la définition qui est choisie, fabriquée par les classes dirigeantes. Là, vous avez une expression qui est utilisée pour caractériser cette mondialisation, qui m'avait frappé à l'époque, qui avait été sortie par le dirigeant de la CFDT de l'époque, je ne sais pas si c'était pas Nicole Notat ou son successeur, qui disait « La mondialisation est là, il faut s'adapter ». Voilà, c'est un résumé parfait de cette définition paresseuse. Il y a un mouvement autonome, aveugle, face auquel eh bien, nous n'avons d'autre solution que de nous adapter. On ne peut pas intervenir sur le mécanisme lui-même. Cette conception est évidemment martelée par les grands médias. Nous sommes envahis par cette vision de la mondialisation. Oui, c'est François Chéry qui avait dit ça. Et donc, quand on écoute une remarque aussi navrante que celle-là, eh bien, on voit que la mondialisation n'aurait pas de cause. Et si la mondialisation n'a pas de cause, comment résoudre des problèmes qui n'ont pas de cause? Ça paraît quand même particulièrement difficile à opérer. Il y a heureusement une seconde définition de la mondialisation, qui est une définition courageuse, optimiste, qui explique la mondialisation comme la stratégie de reconquête des classes possédantes. Reconquête de quoi? Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 80, il y a trois phénomènes qui vont se conjuguer et s'appuyer l'un l'autre. C'est d'abord l'existence d'un camp socialiste. Quelle que soit l'opinion que l'on ait du système soviétique, telle n'est pas la question. Mais le fait même de l'existence d'un tel système limitait la capacité d'extension du capitalisme. Le capitalisme avait une prise extrêmement réduite dans ces pays, ne pouvait pas faire jouer les mécanismes du marché, vendre ses marchandises comme il les vendait dans les pays capitalistes.
Il y avait donc une limitation physique à l'extension du profit capitaliste et à l'exploitation de la force de travail. C'est donc un premier phénomène matériel, physique, qui est l'existence, cette présence massive de plusieurs centaines de millions d'habitants qui étaient protégés, entre guillemets, des mécanismes du marché, en tout cas pays dans lesquels le capitalisme n'avait pas accès. Deuxième phénomène, c'est le phénomène de décolonisation, les mouvements de libération nationale, dont, avec l'articulation très particulière de la création du mouvement des pays non alignés à partir du milieu des années 50. Les pays non alignés, qui vont rassembler plus d'une centaine de pays, vont se rassembler autour de non-alignement, c'est-à-dire un choix de développement souverain qui les mettent à l'abri à la fois du camp occidental et du camp soviétique. Le non-alignement, c'est ça. Même si en fait, dans la pratique, ces pays vont se retrouver plutôt du côté du camp soviétique et du camp progressiste en Occident que du camp occidental. Et d'ailleurs, la lutte entre le camp soviétique et le camp occidental se portera sur l'attrait, la tentative d'intégrer ces pays à leur bloc pour faire basculer le rapport de force entre l'un et l'autre. Ce qui fait qu'à l'époque, les pays pauvres, les pays du tiers-monde étaient intéressants, on s'occupait d'eux, parce qu'il y avait l'objectif de renforcer chaque bloc. Comme il n'y a, après la disparition des blocs, évidemment, ces pays retombent dans les poubelles de l'histoire, puisque quoi qu'ils choisissent, comme il n'y a plus de blocs, ça n'a pas d'impact sur le rapport des forces internationales. Donc, il y a ce mouvement anti-colonial de libération nationale qui affaiblit l'Occident, et notamment le capitalisme, l'impérialisme américain. Et troisième phénomène, ce sont les luttes ouvrières dans les pays occidentaux, avec la pointe de 1968, encore une fois, 1968, c'est pas le quartier latin seulement, hein, c'est le Japon, c'est les États-Unis, hein, les chars à Détroit, à Chicago, hein, dans les rues, contre les ouvriers américains, il ne faut pas l'oublier, on masque cette réalité. C'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Italie, avec la prise de contrôle d'un certain nombre d'entreprises où les ouvriers régulent la vitesse des chaînes, décident des embauches, des promotions, interdisent l'accès des ateliers aux cadres dirigeants. Bon, c'est des phénomènes tout à fait extraordinaires, y compris en France, hein, dans certains bassins industriels. Il y a un véritable pouvoir ouvrier qui s'instaure. Et c'est la période des 30 Glorieuses qui se caractérise sur le plan économique par la baisse des profits relative, c'est-à-dire la baisse de la part du capital dans la valeur ajoutée et corrélativement la hausse de la part affectée au salaire, donc des avancées sociales majeures pour le monde du travail, et une politisation de la population et de la jeunesse importante, où les notions d'anticapitalisme, par exemple, sont très présentes. Il y a un anticapitalisme généralisé dans la société qui fait peur aux classes dirigeantes. Et donc, le climat politique n'est pas du tout favorable aux classes dirigeantes. Il faut reprendre la main, et la décision est prise progressivement, ce n'est pas un complot, c'est un processus d'essai-erreur, progressivement, à partir de la fin des années 60. Les classes dirigeantes cherchent la solution, et par exemple, c'est à cette époque que se développent les théories du management. Les théories du management, pourquoi? Parce qu'il s'agit de développer un corps à corps dans les entreprises. Il faut regagner les ouvriers un par un. Alors évidemment, il y a une vague de répression antisyndicale très forte, hein, avec une moyenne annuelle qui continue
autour de 15 000 licenciements de militants syndicaux par an depuis 30 ans, c'est-à-dire une véritable épuration sociale qui a été menée dans les entreprises privées en France contre le mouvement syndical. Et il y a, en même temps, il y a la répression et il y a la tentative d'intégration, c'est-à-dire un corps à corps organisé dans les entreprises pour regagner idéologiquement les ouvriers. Et qui doit faire ce boulot? Ce sont les agents de maîtrise et les cadres. Et donc, les théories manageantes vont servir à reformater les cadres et les agents de maîtrise pour les envoyer au charbon dans des ateliers pour reprendre en main un par un corps à corps qui va durer des années et qui se continue d'ailleurs, qui se poursuit. Même si on voit que aujourd'hui chez les cadres, notamment les jeunes, ça marche comme ça. Il y a une crise aussi dans l'encadrement, notamment pour ces raisons-là. Et donc l'objectif, c'est de rediscipliner le salariat. Voilà, c'est la notion sur laquelle nous insistons pour bien comprendre la bascule et la nature de ce que nous appelons la mondialisation néolibérale. C'est une opération à la fois économique, redresser les profits, et politique, mettre un terme au climat social et au climat anticapitaliste qui a submergé la gauche totalement, qui est aujourd'hui à genoux, totalement à genoux, vidée de substance. La gauche n'a plus, quelles que soient ses composantes, n'a plus de référence théorique, politique, idéologique seule. Elle est détruite. Voilà. Et je crois que la dernière touche, la touche finale, vient d'être mise avec l'affaire Syriza. Syriza. C'est voilà, le symbole tragique de la fin d'une histoire. Voilà. Il faut bien comprendre, je crois, ce que nous sommes en train d'élaborer, que la gauche, la notion de gauche, c'est terminé, c'est fini dans l'esprit des gens. La ligne politique suivie est un échec. On a écrit des choses, il faut relire ce que nous avons écrit à l'occasion de notre avant-dernier congrès sur ces questions-là, y compris le retour à l'histoire de la gauche. Histoire de la gauche qui a été mythifiée. Thiers, nous sommes Thiers, le massacreur de la Commune, était un homme de gauche, au sens du 19e siècle. C'était un homme de gauche. Les plus grands colonisateurs, comme Jules Ferry, étaient des hommes de gauche. Bon. Alors, il y a donc toute cette remise en cause et la nécessité de rebâtir un courant idéologique, politique, qui s'appuie sur un certain nombre de choses que nous développons. Nous sommes, à ce moment-là, celui de la reconstruction d'un courant. C'est la période dans laquelle nous sommes. Alors, donc, la mondialisation néolibérale, c'est multiples objectifs économiques, redresser les profits, politiques, rediscipliner le salariat. Et comment vont-ils faire pour rediscipliner le salariat? Guerre idéologique, intégration des ouvriers, répression et chômage. L'instrument principal, c'est le chômage. L'organisation volontaire, délibérée, cynique, planifiée du chômage. Et on maintient le chômage. C'est un extraordinaire instrument. Et ça n'était pas du tout un complot, parce que Pompidou, par exemple, à la fin des années 60, et la classe dirigeante reflétait d'ailleurs l'état d'esprit de la classe dirigeante, et Pompidou fait la remarque suivante, il dit quand on arrivera à 1 million de chômeurs, la société française explosera. Donc, il faut éviter. Et donc, comment faisait-on? Comment faisait le gaullisme à l'époque? Il y avait quand même assez peu de chômage. Les compagnies d'assurance et les banques étaient des régulateurs. Les dirigeants des banques et des compagnies d'assurance étaient des amis politiques des gaullistes. Et il suffisait d'un coup de fil
d'un conseiller au cabinet du Premier ministre, de Matignon, pour appeler telle compagnie d'assurance, telle banque, en lui disant, écoute, là, les statistiques ne sont pas bonnes, tu vas me prendre 10 000 mecs, à un niveau BEPC. D'ailleurs, on voit des profils, hein, les employés de guichet, hein, ou des services de comptabilité, sont des gens profil BEPC. On le voit aujourd'hui, ils ont entre 50 et 60 ans, ils partent à la retraite. La masse de ces personnes, féminins beaucoup, profil BEPC. Et donc, c'est tout un coup de fil, voilà, tu me prends 5 000 mecs, les choses se passaient comme ça. La régulation se faisait de cette manière-là. Pareil dans les collectivités locales, on était un petit peu des doses, etc. Bon. Donc, organisation du chômage, comment? Par l'accélération du libre-échange, par l'accélération des délocalisations, par la baisse des salaires, et le résultat mécanique, la lutte contre l'inflation, hein, les politiques monétaires qui vont provoquer le chômage. Désindustrialisation liée aux délocalisations. Et donc, ce qui se construit, c'est désormais l'ordre néolibéral mondial. L'ordre néolibéral mondial qui s'attaque à la démocratie et à la souveraineté des nations. C'est ça l'élément nouveau de la mondialisation. Avant, il y avait des relations internationales. Aujourd'hui, il y a la volonté d'éliminer les relations internationales. Charvan nous en parlera, il dit des choses de manière très intéressante à ce propos. Puisque l'objectif est d'avoir un monde unipolaire. Dans un monde unipolaire, il n'y a pas besoin d'avoir un droit international. C'est la loi du plus fort, celle de la puissance dominante, de l'impérialisme américain. Et donc, les souverainetés des nations n'ont plus de raison d'être. L'ordre néolibéral mondial s'appuie sur 4 piliers. D'abord, les firmes multinationales, dont les banques, dont les grandes banques. C'est-à-dire où se trouve le pouvoir. Je lisais Le Monde dans le train avant de venir, et il y a un colloque qui s'organise sur le thème « Où est le pouvoir ?» C'est-à-dire l'idée, c'est que le pouvoir est dilué. La mondialisation a dilué les pouvoirs, donc on n'a pas de prise sur le pouvoir. On ne peut pas exercer un rapport de force contre un pouvoir dilué. On ne sait pas où taper. On tape dans du vide. Non identifié. Voilà. Donc c'est très intéressant. Mais le pouvoir de l'ordre néolibéral mondial se trouve dans 4 lieux très précis, avec des adresses, des numéros de téléphone, hein, on sait où aller, on sait où taper. C'est les firmes multinationales et les grandes banques internationales. C'est le premier pilier du pouvoir de l'ordre néolibéral mondial. Deuxième pilier, les grands médias planétaires, satellites, les agences de presse, les télés, certains sites internet. Troisièmement, ce sont les institutions multilatérales. Institutions multilatérales, dont l'Union européenne, dont l'objet est de neutraliser et d'éliminer les souverainetés nationales et d'imposer l'ordre néolibéral mondial. Et le 4e niveau, ce sont les gouvernements. Certains, la plupart des gouvernements, gauche-droite. D'ailleurs, si vous regardez le paysage politique en Europe, vous avez des gouvernements d'union nationale dans une majorité de pays, où vous avez la gauche socialiste et la droite. Alors maintenant, évidemment, la gauche radicale, ou celle qui se prétend telle, explique que la social-démocratie, c'est plus la gauche. Bon, ben si c'est la gauche, et c'est bien parce que c'est la gauche qu'ils font cela. Alors, pour terminer, quelques commentaires sur chacun de ces 4 piliers, parce que la démondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est de scier les 4 piliers, de les scier. Où peut-on les scier? On ne peut les scier qu'à l'échelle nationale. On ne peut pas scier ces piliers à l'échelle internationale.
l'échelle internationale est une échelle vide de citoyens. C'est l'espace des classes dirigeantes, l'espace international. Il n'y a pas de mécanisme démocratique, il n'y a pas d'institution à l'échelle internationale permettant que le rapport de force s'exprime. Il faut donc, et c'est d'ailleurs, on en parlera sur la question du climat, la question du climat ne peut être envisagée que par une addition d'actions nationales. S'il y a des accords internationaux non contraignants, hein, alors qu'on nous explique que ça doit être contraignant. Et non, parce que contraignant, ça veut dire qu'on impose une violence à des souverainetés. Donc, évidemment, la plus faible. Et donc, la démondialisation, c'est scier les piliers là où on peut le faire, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Alors, prenons quelques exemples. Les firmes multinationales, c'est la pompe à profit des classes dirigeantes. Et il s'agit, en neutralisant, c'est en nationalisant, hein, c'est tout à fait clair que scier le pilier firme multinationale, dont les banques, c'est la nationalisation. Les formes juridiques variées, disons, ce qu'on appelle improprement, parce que personne ne comprend rien, l'appropriation sociale, je pense que c'est une notion qu'il ne faut pas utiliser, qui est vide de sens, mais disons une sortie des firmes multinationales et des grandes banques internationales du capital privé, de la domination du capital privé, pour en faire des instruments publics sous des formes variées de propriété, et de propriété du capital évidemment. Donc ça se règle à l'échelle nationale par les nationalisations, en utilisant cette expression pour l'instant qui est réductrice, mais on trouvera une autre appellation plus convenable quand on continuera notre travail sur le programme. Les grands médias, donc, si on nationalise les grandes banques et les grandes firmes multinationales à base française, en France, eh bien, nous sommes immunisés par des nuisances de ces grandes firmes multinationales. Les firmes étrangères, multinationales, banques françaises, banques étrangères, qui opèrent en France, nous avons également les moyens de les immuniser, soit par la nationalisation de leurs filiales, soit par des mesures protectionnistes, que ce soit en matière de mouvement des capitaux ou en matière de circulation des marchandises ou des services. Deuxième pilier, les grands médias. Les grands médias sont la propriété aujourd'hui de la classe dirigeante, bien entendu, depuis toujours d'ailleurs. Mais il y a une concentration qui est d'ailleurs permanente des grands médias, une intégration des différents supports, papier, numérique, et une utilisation massive de ces grands médias pour la propagande des classes dominantes. C'est l'intoxication, la manipulation de l'opinion publique. C'est la police des esprits. Donc, que fait-on avec les grands médias? Soit on les nationalise, soit en tout cas, on retire la propriété des grands médias aux classes dominantes. Troisième pilier, les institutions multilatérales qui défendent l'ordre néolibéral mondial. Pourquoi utiliser cette expression plutôt que capitalisme? Parce que capitalisme, ça veut tout dire et rien dire. Ça n'est pas précis, le capitalisme existe depuis 5 siècles. Ça n'a rien de neuf. Ce qui nous intéresse, c'est de qualifier le moment présent. Et le moment présent, c'est une forme de capitalisme influencée par une idéologie néolibérale. Donc nous parlons de piliers du néolibéralisme, c'est-à-dire de piliers du capitalisme contemporain. Alors, le troisième pilier, ce sont les institutions multilatérales. Autant FMI, Banque mondiale, OCDE, OMC est la pire de toute l'Union européenne. Celle qui est allée le plus loin dans la destruction des souverainetés. Il n'y a pas pire que l'Union européenne. Donc, ces institutions
institutions servent à écraser les souverainetés, à écraser la démocratie et à imposer des politiques favorables aux intérêts des classes possédantes. La mondialisation, c'est donc le néolibéralisme, c'est la même chose. Mondialisation, néolibéralisme, la mondialisation, c'est la mise en œuvre des conceptions néolibérales. On sort des institutions multilatérales. Voilà. On en sort et on rejette les mesures prises par ces institutions. Et puis ce sont les États et leurs traités, bien entendu, puisque tout ça repose sur des traités. Et les États, aujourd'hui, la plupart des États sont sous l'influence des forces des classes dirigeantes, au point d'ailleurs qu'on sous-estime l'efficacité et les opérations en cours. Par exemple, il faut savoir que dans la révolution néolibérale, une élite a été formée, une élite économique formée sur les bases du développement des politiques monétaires, des marchés financiers, de l'économie néolibérale. Et on trouve donc une classe, une élite interchangeable qui peut travailler dans les ministères des Finances, dans les banques centrales, dans les institutions multilatérales, qui circulent de l'un à l'autre et qui est totalement imbibée de cette idéologie. En France, c'est la direction du Trésor et c'est l'inspection générale des finances. Ce sont des clones interchangeables qui partagent la même idéologie et qui dominent les secteurs stratégiques. Il est clair que dans un processus de démondialisation, il faudra se séparer de ces personnels. On ne peut pas les changer de l'intérieur. Il faudra leur trouver d'autres emplois et mettre à la place des personnes qui reprendront les rênes, certainement avec des erreurs, des difficultés, parce que nous avons affaire à des gens hyper spécialisés, hyper pointus, qui savent gérer des situations complexes, mais il ne faut pas avoir peur de cette transformation. Donc voilà, la démondialisation pour nous, c'est la stratégie politique qui vise à prendre des mesures unilatérales. Et s'il y a peut-être un mot-clé à retenir de ce que nous disons, c'est ce mot unilatéral, cette notion unilatérale, prendre des mesures unilatérales à l'échelle nationale pour sortir de l'ordre néolibéral mondial, prendre le contre-pied exact des politiques de mondialisation. Et je termine évidemment sur la suite logique de ce qui vient d'être dit, c'est que est-ce que cette stratégie politique va se faire au détriment ou en opposition aux autres peuples, aux autres nations? Est-ce que c'est une source de tension? Est-ce que ça se fait en contradiction avec l'internationalisme? Non, pas du tout, parce que la stratégie que nous développons est une stratégie de coopération, d'amitié entre les peuples et de négociation d'accords bilatéraux, des accords bilatéraux qui permettent de mettre à plat les points d'accord et les choses que nous souhaitons faire ensemble dans tous les domaines, dans le domaine touristique, commercial, etc. Et cet ensemble d'accords bilatéraux peut créer, à un moment donné, un double système international, comme on en a connu, c'est-à-dire un système international de l'Ouest qui reste capitaliste néolibéral, et un second système international plus diffus, mais qui repose sur le respect strict des souverainetés, avec des relations commerciales, culturelles différentes, de coopératives non basées sur la concurrence, ce qui n'empêche pas de commercer avec les pays capitalistes, évidemment. Quand nous disons il faut du protectionnisme, ça ne veut pas dire qu'on arrête le commerce international. Il y a toujours du commerce international, mais le commerce
définie par des choix politiques, par l'État. L'État, c'est-à-dire d'abord par le débat parlementaire et la traduction en acte juridique de l'État. Donc voilà les éléments qui nous permettent de nous inscrire dans une perspective